c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour la deuxième ou dernière partie de mon bilan de mon Sweety Gourmet Challenge, donc de toutes mes lectures de l'été, enfin en tout cas la deuxième partie. Alors au moment où je tourne, on est déjà début octobre, mais heureusement il y a une magnifique lumière qui est enfin arrivée, donc j'ai saisi l'occasion et c'est parti, j'y vais, j'espère pouvoir terminer aujourd'hui. C'est pas sûr, donc peut-être qu'il y aura une troisième partie, vous verrez bien. Donc je vous avais laissé, je venais de terminer mon salon de thé, donc le premier menu, le deuxième menu, je ne sais plus. Et j'avais obtenu mes 3 premiers badges. Donc Jeanne Barrette, Nomade et Isabelle Bird. Et donc du coup je vous disais que j'avais entamé Loin des îles Mauves, le premier tome. Qu'en audio j'écoutais La Guilde des Ombres, j'étais pas sûre d'aimer, mais j'en étais encore au tout début, je ne savais pas à quel point je n'allais pas vraiment adhérer et pas vouloir écouter la suite. Les nuques, si tu pouvais ne pas toucher le trépied, ce serait sympathique. Merci. Et il me semble que j'avais entamé Défaire le discours sexiste dans les médias. Alors, pour Loin des îles Mauves, de Chloé Chevalier, mais publié chez Robert Laffont ou un truc dans le style. Donc pas du tout la maison d'édition de sa saga que j'avais adorée. J'ai adoré les thématiques qu'elle a abordées, vraiment, elle les a superbement abordées, et d'autant mieux dans le deuxième tome. À travers ses personnages au caractère extrêmement bien dessinés, elle aborde elle aborde des thématiques sur la politique sociale, sur le genre, sur les relations amoureuses, amicales, familiales un peu quand même. Et c'est abordé tout en subtilité et en finesse. Elle ne nous prend pas par la main, ça c'est peut-être à la fois une bonne chose et à la fois un tout petit manque, parce que voilà, si on n'a pas forcément toutes les connaissances pour comprendre cette géopolitique, ces luttes sociales, on va comprendre des choses mais peut-être pas... Et pareil, pour comprendre les sous-entendus dans les dialogues sur les relations amicales entre les personnages. Mais en même temps c'est un tome 1. Et le but ce n'est pas que ça s'éternise, il y a de l'action, mais elle n'est pas forcément disséminée régulièrement, donc la dynamique peut être un peu étrange à aborder. Peut-être que la première centaine de pages peut être un peu longue à lire, ou à un moment donné dans le livre il y a peut-être quelques passages un peu plus longuets, mais globalement j'ai vraiment adoré, ça m'a donné très hâte de lire la suite. J'ai trouvé que la dernière partie aurait mérité une plus grande place, parce que c'est le cœur de l'action, c'est à la fois un aboutissement des luttes et des quêtes des personnages, mais aussi ce qui va nous amener vers le tome 2 et vers la véritable quête des personnages. Mais bon, c'était très bien quand même. C'est à la fois beau mais en même temps réaliste et très dur du coup. Tout le tome et même toute la saga est basée sur de l'entraide, mais par moments je l'ai trouvé un peu étrange, parce que à la fois les personnages revendiquent cette entraide entre eux et en même temps ils ne s'y consacrent pas vraiment à 100% tout le temps, et parfois il y a un petit peu d'individualité ou des sous-groupes, mais en même temps c'est tout à fait réaliste, donc voilà, je ne peux pas critiquer en fait. Il y a une forte part à la camaraderie, mais en même temps il y a des petits accros dans cette camaraderie. La fin de ce tome 1, on voit advenir un commerce plutôt illicite, ça donne vraiment envie de se plonger dans le tome 2. J'ai lu peu de temps après, hein. Donc du coup je vais vous en reparler. Ensuite j'ai terminé une lecture engagée avec Défaire le discours sexiste dans les médias de Rose Lamy. J'ai beaucoup aimé, ça se lit assez facilement pour ce type d'essai. Il y a une grosse part qui est dédiée aux sources et ça c'est vraiment chouette. Par contre j'ai quand même une critique à formuler, même si en soi l'autrice l'a expliqué dans ses remerciements, c'était voulu qu'il y ait autant de part à l'avis personnel. Et même s'il y a des sources, ça pour le coup elle en a pas parlé dans les remerciements, je trouve que les sources basculent un tout petit peu dans le biais de confirmation. J'aurais préféré des chiffres se basant sur des publications de l'ensemble des médias, ou de quasiment ou au maximum des médias possibles, plutôt qu'en disant bon bah voilà, ce média là il a fait ça, il a dit ça, celui-ci il a dit ça, etc. C'est un peu facile de faire du cherry picking et de prendre les articles qui ne nous ont pas plu dans les médias. Mais ça reste très pertinent, très parlant et c'est très éclairant, et en vrai je n'ai pas de doute que la réalité qu'elle dépeint soit réelle. J'aurais aimé une approche un petit peu plus scientifique pure, mais bon, c'est un essai. Il y a une part d'avis personnel sur les médias, sur la façon dont les médias transmettent l'information, les titres, les termes utilisés, voilà. C'est un livre nécessaire. En fait, je sais pas si vous regardez ces vidéos, mais Léa Chou a fait ce genre de statistiques dont je parle avec un petit programme Python pour aller chercher la proportion de termes utilisés dans certaines vidéos YouTube. J'aurais aimé que ce soit quelque chose de similaire, du coup, en prenant des articles d'un même sujet de le maximum de médias possible. Parce que bon, on sait bien que les médias sont biaisés, ne sont pas objectifs, certains encore moins que d'autres. Ensuite, j'ai lu la BD Tombée d'une autre planète. J'ai beaucoup aimé le style graphique, le storytelling, mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que avant de commencer la BD, il y a un petit disclaimer qui précise que voilà, le but c'était pas de porter au nu une personne qui en fait, même si elle fait partie de la communauté LGBT, et donc a quand même apporté des bonnes choses à notre
à notre monde. Ça reste quand même une personne détestable, sexiste, raciste il me semble, enfin bref, voilà, ça déconstruit un peu le mythe qui va être créé par la suite. Et je trouvais que c'était nécessaire parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir tendance à s'attacher à certaines petites choses dans la façon dont le récit est tourné. J'ai beaucoup aimé la sorte d'humour noir du personnage. J'ai adoré le répondant du personnage principal, malheureusement. Mais après, voilà, on peut pas changer ce qui s'est passé dans sa vie. Elle a passé un sacré bout de temps chez des psychanalystes. Et ça, pour le coup, c'est pas trop déconstruit, que ce soit dans un disclaimer ou ailleurs. Donc bon bah voilà, je vous préviens. Voilà, donc je pense que c'est une bonne BD à emprunter en médiathèque. Ensuite, je me suis fait une petite action avec lire en hauteur. Alors, j'ai certes lu, mais comme je me suis ajouté une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que j'ai lu en hauteur et en tournant, j'ai eu un peu de mal. En vrai, moi qui ai l'estomac plutôt solide, là j'avoue, j'étais pas archi bien, donc j'ai lu. Est-ce que j'ai compris ce que j'ai lu? Je crois pas. Ensuite est venu le temps de clôturer ce jeu qui m'a monopolisé beaucoup trop de temps de lecture pour mon Sweetie Gourmet Challenge. J'ai décidé d'utiliser l'option qu'on peut utiliser qu'une seule fois, remplacer une assiette par un jeu narratif. Et donc j'ai remplacé le temps sans écran par du temps de jeu vidéo du coup. Avec Clair Obscur Expédition 33, je pense que quasiment tout le monde en a entendu parler. Un très chouette jeu, même pour moi qui ne suis pas archi fan des combats, le côté tour à tour aide à ne pas se faire rétamer la gueule. Évidemment, j'ai joué en mode histoire comme d'habitude. Et du coup, c'était plutôt satisfaisant. Et l'histoire soulève des problématiques et des questionnements vraiment très importants et qu'on peut transposer dans notre monde. Enfin, on vient à ma lecture audio, donc La Guilde des Ombres, le tome 1, enfin, tome 1, première partie. Hein. Et rien que ça fait déjà 25 heures et un pavé de 1000 et quelques pages. Donc, en gros, il y a 6 parties. Non, il y a 3 parties, 6 tomes. Enfin bref, je sais pas comment ils découpent ça, c'est pas très clair. Je ne lirai pas la suite, voilà. J'ai eu l'impression de lire une introduction. Pendant 25 heures d'écoute, c'est une introduction un petit peu longue. Tous les personnages sont archi stéréotypés. Les femmes, elles sont soit sulfureuses et badass, soit c'est des matrones qui veulent nourrir tout le monde à outrance et qui sont là à les choyer, etc. Supplément pour celles qui sont sulfureuses. Supplément, je déteste les autres femmes. Les hommes sont ultra forts, ultra beaufs, avec une part d'ombre et de mystère. Les scènes de smut sont inutiles, enfin en tout cas dans cette première partie. À la fin, on comprend que ça amène quelque chose parce qu'on comprend le lien des personnages de la scène de smut. Mais avant, on sait pas ce qu'ils viennent faire là, on sait pas leur lien avec les autres, on sait juste qu'ils sont placés dans un univers, dans le même univers mais au loin, enfin on suppose. En plus de pas être du smut de qualité, on sait pas ce que ça vient faire là. Pendant tout le récit, j'ai eu peur qu'une des relations de mentor vs élève évolue vers autre chose. Je pense que ça va arriver. Je pense aussi, d'après les autres avis que j'ai pu entendre, que ça va être plus ou moins déconstruit, en tout cas que c'est plus là pour critiquer que pour dire c'est tout à fait ok, fantasmer là-dessus. Mais voilà, c'est dérangeant. Surtout que ça aurait pu tout à fait prendre une autre tournure parce que voilà, au début le mentor il la calculait pas trop puis en fait ah non. Bref, l'univers est très dense et très complexe, ça c'est plutôt un bon point. Il y a moins d'incohérence que dans Fourth Wing où il y en a pas, en tout cas j'en ai pas relevé. Mais bon, quand est-ce que ça démarre? En tout cas pas dans cette première partie. La voix était horrible à l'audio, dommage. Et franchement la narration, j'en pouvais plus. Les descriptions des courbes des femmes, je n'en pouvais plus, vraiment, un regard tellement masculin alors que c'est écrit par une femme. Bon, peut-être qu'elle avait un objectif avec ça et que c'était voulu, hein, j'en sais rien, parce que je ne lirai pas la suite. Il y avait quand même quelques remarques tout à fait ok, et ça ne vaut pas le coup, je pense. Qu'on peut se tourner vers d'autres choses si on veut déconstruire des relations amoureuses toxiques et compagnie, des visions de l'homme et de la femme toxiques, etc. Bref, ceci m'a permis de valider le menu tapas et donc de valider la destination. J'ai choisi la Bolivie. À la base, je crois que j'avais mis une autre destination comme une tanche nulle en géographie. J'avais pas compris que c'était pas dans l'Amérique du Sud ou un truc dans ce style, je sais plus. Si vous êtes sur Instagram, vous aurez vu mon erreur. Ensuite, suite à des efforts pas si difficiles que ça, j'ai validé mon no-buy pendant 1 mois et quelques, un petit peu plus en fait, puisque le premier achat que j'ai fait depuis le début du Sweetie Gourmet Challenge, donc depuis le 21, quelque chose comme ça, juin, c'était le 1er août ou le 2 août, plus d'1 mois. Ce qui m'a permis de valider un autre menu, le restaurant. Menu entièrement validé avec des actions. Normalement, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter, en tout cas j'essaye d'avoir un équilibre, mais ce ne sont pas que des actions très faciles, ce sont même plutôt des actions qui m'ont pris du temps à valider. Et puis de toute façon, comme c'était pas mon premier menu et que ce n'est pas mon menu principal sur lequel tout mon challenge repose, voilà, je me permets de louvoyer avec mes propres. Ma lecture audio suivante fut nettement plus satisfaisante avec Kérosène de Alice Dieudonné. Ça peut,
en dérouter plus d'un, je pense, parce que c'est un peu comme un recueil de nouvelles avec des petites nouvelles très très courtes. Et il y a un lien entre chacune de ces nouvelles. Il peut être assez ténu par moments. La narration était très bien, d'ailleurs la narration était faite par l'autrice elle-même. C'est drôle, c'est un peu trash. Certaines nouvelles m'ont plus parlé que d'autres qui m'ont laissé un peu de marbre. Certaines m'ont touchée, d'autres non. Voilà, je pense que ça peut être une bonne lecture pour démarrer l'automne. Bon, du coup, le moment où vous verrez ça, l'automne sera déjà bien entamé. Mais bon, si vous voulez le poursuivre. Ensuite, lecture qui m'a pris un peu de temps. Ce qui nous hante. Ça faisait depuis, du coup, quasiment sa parution que j'avais envie de le lire parce que il était dans les sélectionnés du Plib je ne sais plus quelle année. Et il y avait eu de bons retours. Et en fait, j'ai pas aimé du tout. Enfin, c'est pas du tout en soi, il y a quand même des bonnes choses à retenir. Mais la narration était extrêmement longue. Elle avait tendance un peu à se répéter, à tourner en rond. Parce qu'en même temps, on n'avait pas plus d'informations que les personnages et les personnages étaient assez perdus. Donc on l'était aussi par extension. Par contre, très bon point, ça se lit extrêmement bien en diagonale. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai pu le finir. Les personnages auraient pu être attachants, mais malheureusement non. Et à la fin, quand ils comprennent et qu'on comprend, c'est pas renversant quoi. Voilà. Si vous avez envie de légèrement frissonner, vous pouvez vous tourner vers ça. Après, je pense qu'il y a mieux. Par contre, la thématique du manoir un peu abandonné, mais pas complètement, thématique un peu pièce de théâtre, danse, musique, voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai lu Restart, qui est une novella. Ça ne se lâche pas, ou très difficilement. Ça dénonce une partie des diktats qui pèsent sur le corps des femmes, sur la minceur, etc. Il y a une ambiance un petit peu secte et enquête. Malheureusement, comme c'est un récit très court, le sujet est un peu survolé, mais c'était une lecture quand même très agréable. Un petit peu trash, un petit peu gore, donc pareil, en fait, en mois d'août, j'ai fait mes lectures d'automne. Maintenant, il faudrait que je me tourne vers un autre récit qui apparemment aborde la thématique un peu mieux. Et donc avec ça, j'ai validé mon brunch. Et grâce à mon brunch, j'ai validé 2 autres badges, donc ça valider 6 menus, tous les menus, et valider mon bingo. Ensuite, je me suis attaquée à une autre lecture de Primi Mohamed, enfin autre. Il me semble pas que dans le Sweetie Gourmet Challenge j'ai entamé une lecture de Primi Mohamed, mais juste avant, voilà, j'avais terminé le tome 2 de sa saga de dystopie. Ici, on est dans une ambiance plutôt fantasy, fantastique, fantasy. La thématique est plutôt tournée autour de la tyrannie, mais moi il m'a manqué un côté beaucoup plus engagé. On sent l'engagement derrière, mais c'est très léger et ça reste assez basique en mode qui ne va pas critiquer la tyrannie en fait. Mais le récit, en plus d'avoir un côté très automnal, très entre nature et animalité, un petit peu, pas onirique parce que c'est plutôt cauchemardesque. Mais voilà, il y a un mélange, il y a une magie vraiment assez subtile, impalpable. Les créatures sont étranges, plutôt mauvaises, mais en même temps, il n'y a pas tellement de bien et de mal. Et voilà, il y a une ouverture à quelques questionnements sur ce qui est de la transmission d'un père tyrannique à ses enfants. Le gros point fort de ce récit, c'est l'ambiance. Et en plus, c'est un récit assez court. En anglais, j'ai eu un petit peu plus de mal que pour le 2e tome de sa saga de fantasy, parce que les termes utilisés étaient assez anciens et rarement utilisés, je pense. Mais c'est ce qui fait aussi la part de l'ambiance, donc peut-être le lire en VF. Ensuite, une autre lecture audio très satisfaisante, très agréable à écouter, vraiment la voix j'ai adoré. La maison au sortilège de Emilia Hart. Pour ce qui est de l'histoire, ça reste assez classique. Une histoire de sorcière assez classique, avec du féminisme, des personnages extrêmement attachants. Je me suis sentie un peu enveloppée par ce récit, par la voix, par la narration, le storytelling. Accompagnée voilà, dans l'histoire à travers plusieurs époques. Les histoires étaient touchantes, les femmes étaient touchantes et intéressantes, mais rien de nouveau en tout cas. Ensuite, j'ai continué une saga avec ma chère Anne Shirley. Ce fut très agréable, vraiment très doudou, jusqu'à ce que je me dise, tiens, cette fois-ci, il n'y a pas de passage triste et dramatique. Et là, bim, il y en a eu un. Donc vraiment, je pense que l'autrice ne va nous épargner dans aucun tome. Mais globalement, ça reste quand même un tome très doux, très douillet, très joyeux. Beaucoup plus joyeux que les autres, j'ai trouvé. Parce que Anne est plus grande, il y a un petit peu moins le côté harcèlement parce que la différence. Voilà, elle s'intègre beaucoup mieux dans la société. Elle a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances, beaucoup de belles rencontres. Elle est déjà adulte et ça passe si vite. Il n'est pas impossible que j'en lise un 3e tome cette année-là, alors que d'habitude je fais un tome
ou 2 par an, pas plus. J'ai bien envie d'y retourner. Ensuite, un livre avec de l'écriture inclusive. Donc j'ai lu Colza grâce à la lecture commune sur le Discord de Pico Books. Ça va être assez difficile d'exprimer mon ressenti parce que moi-même je pense que je ne connais pas l'entièreté de mon ressenti. J'ai plutôt adhéré à la première partie. La deuxième tournait vraiment beaucoup autour de la sexualité. Ça m'a beaucoup moins intéressée. Sauf la toute fin qui est redevenue assez intrigante. Ça parle d'identité de genre, de questionnement. C'est un récit très intéressant et très personnel, je pense. Voilà. Mais ça fait partie aussi des récits qui ont un côté très intellectuel et dont je ne suis pas sûre d'avoir tous les codes pour le saisir. Toujours en lecture audio, en fait je pense que les lectures audio m'ont clairement aidé dans ce challenge. Ils resteront chez nous de Lisa J. Well. En fait j'avais lu le premier tome au début de cet été pour le badge convivialité, tout comme d'ailleurs défaire le discours sexiste dans les médias. Donc le badge convivialité, c'est des lectures qui ont été choisies par une autre comparse du challenge parmi ma wishlist ou ma pile à lire si j'avais eu une pile à lire. Voilà, c'était histoire de clôturer la duologie. Comme les avis m'avaient prévenu, c'était moins bien que le tome 1, beaucoup plus d'incohérences, un petit peu bâclé, des grosses facilités et des éléments un peu inutiles, mais bon, on est content d'avoir lu la suite. Ensuite, je vous avais dit qu'on y reviendrait, le deuxième tome de Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier. Ce fut une excellente clôture de saga. J'ai adoré les métaphores, les luttes sociales, les messages entre réflexion éthique, réflexion morale, les relations m'ont vraiment beaucoup touchée. Elles étaient très humaines. C'est un peu ce que je vous avais dit, que voilà, j'avais un peu du mal à trouver une cohérence dans leur solidarité. Mais voilà, c'est ce qui fait de toutes ces relations des relations humaines et réalistes. Le rythme était un petit peu inégal dans ce tome, mais en fait dans le tome 1 aussi, mais peut-être un tout petit peu plus ici. J'ai eu le sentiment que l'écriture était un petit peu précipitée, mais ça reste très qualitatif. Il y a quand même eu quelques éléments scénaristiques un petit peu simples, par exemple un chanteur qui fait partie des chats qui parle d'une gingéoline, donc c'est un peuple dans le récit, femme, et dans les spectateurs il y a une femme accompagnée avec un autre chat, et personne ne se doute que voilà, c'est la femme là dont il est question dans la chanson, alors que ça me paraît extrêmement gros vu que c'est deux peuples qui ne courent pas les rues, là où on se trouve dans le récit. J'ai adoré le personnage d'Ivanel, vraiment, je l'ai extrêmement bien comprise. Elle porte tellement de choses sur ses épaules et en même temps, c'est aussi ce que elle est la seule à le faire. Elle le fait parce que personne d'autre ne le fait. C'est ce qui fait que ses amis s'éloignent d'elle ou lui font des reproches et j'ai trouvé ça très dur. Mais en même temps, c'est un personnage qui sait se remettre en question, qui le fait assez rapidement et assez bien, en tout cas dans ce tome 2, tout en restant extrêmement fidèle à ses valeurs. Et ouais, je suis très fière de ce personnage. Il y a un élément de mystère qui nous accompagne du tome 1 jusqu'à la fin de ce tome 2 qui est résolu, qui était un petit peu évident, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment pas le propos de la saga. Le propos c'est vraiment les luttes sociales et politiques, l'égalité entre les humains, la quête d'un bien commun, les conséquences dévastatrices que peuvent avoir un but néanmoins louable, voilà, l'équilibre qu'il faut un peu trouver. On peut y retrouver également un message écologique, bref, une histoire d'humanité tout simplement. Vraiment j'ai trouvé ça très très fort, surtout que c'est plutôt rangé dans la catégorie young adult. J'ai trouvé que Chloé Chevalier a vraiment très bien mené sa barque pour y insérer tout plein de messages et pour que ce soit lisé par le plus grand nombre, je pense. Ensuite, j'ai lu Ada ou la beauté des nombres, d'une autrice que j'avais déjà lue en science-fiction et j'ai adoré, un coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré la plume, l'humour. Je m'attendais à peut-être, comme c'est un récit biographique d'un personnage d'un siècle lointain, pas si lointain que ça, hein. Je m'attendais à ce que ce soit un peu long, rébarbatif, un peu, bah voilà, comme des cours d'histoire au lycée. Et bah, pas du tout. Elle a su mélanger des termes, une façon de parler actuelle, contemporaine, avec du coup qui tranche avec cette époque ancienne. Par contre, ça pourra pas plaire à tout le monde parce qu'il y a quelques termes familiers. Bref, voilà. J'ai beaucoup ri dans ce récit, le ton est mordant et ça permet aussi de démystifier un petit peu cette époque victorienne qui franchement ne devrait pas faire particulièrement rêver. Bref, si seulement l'histoire pouvait être racontée de cette manière-là, sous fond de drama croustillant, tout en gardant énormément de pédagogie. En plus de ça, il y a des sources historiques parce que bon, ça reste quand même relativement romancé. Je suis pas sûre que la moindre petite anecdote soit exacte. En tout cas, elle a mis les sources pour qu'on aille se documenter si on a envie. Il faut quand même savoir que du coup, on va suivre Ada qui est une aristocrate bourgeoise. On va suivre plein d'autres personnages qui sont également tous, ou presque, des bourgeois en tout cas, et ils ont tous certaines facilités dans la vie quand même, on va pas se mentir. Et le côté pionnière de l'informatique est très bien expliqué
mais il ne rentre pas dans les détails. Voilà, si on veut avoir vraiment des détails sur les machines, les prototypes, sur les mathématiques, etc., c'est pas forcément le bon récit. C'est une bonne introduction pour avoir le contexte, pour avoir les faits principaux et aussi avoir un petit peu les relations entre les bourgeois, qui fait que telle personne a fait ça, a pu créer ça, etc. Comment les connaissances des uns et des autres se sont imbriquées et ont permis en fait à d'autres du coup de faire des découvertes par la suite. Il y a quand même un moment donné où j'en ai eu un petit peu marre de la façon de décrire les gens un petit peu dodus. C'est peut-être dans un but de dénoncer aussi, je ne sais pas. Et ce qui va être très très bien, c'est que à chaque fois quand elle parle d'argent, elle donne l'équivalent de ce que ce serait aujourd'hui, ce qui nous permet vraiment de se rendre compte, de mieux comprendre. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très éclairant de voir à quel point entre gens riches, tout le monde se connaît, et que même quand on perd sa fortune, notre vie n'est pas finie, enfin leur vie n'est pas finie et il suffit qu'il y ait quelques petits tours de passe-passe pour aller vivre une vie tout à fait décente. J'aurais pu être un petit peu perdue au début quand elle nous parle de l'arbre généalogique de pas mal de personnes et par la suite aussi tous les noms et tout, c'était un peu beaucoup, mais ça n'a pas empêché la pédagogie du récit par la suite de faire son taf. Ensuite, on va arriver sur mes 2 dernières lectures. Ça n'aurait pas dû être mes 2 dernières lectures, je m'attendais à un petit plot twist, mais en fait il n'aura pas eu lieu. Donc voilà, je vous spoil du spoil. Donc un roman en VO avec What Lies Between Us, aussi en lecture audio. Ce fut un thriller plutôt agréable à écouter. C'est un thriller tout à fait ok, je le recommande pas forcément chaudement. Les twists, on les envisage, mais en même temps, ils sont quand même assez sympathiques. Ils font leur travail de twist. Je pense néanmoins que le trouble psychologique d'un des personnages peut être relativement blessant pour les personnes concernées, puisque voilà, il est tourné d'une façon où il est souvent tourné dans les histoires, au cinéma, etc. Mais voilà, ce fut plutôt une lecture divertissante. Et ensuite, j'ai terminé laborieusement, mais j'ai terminé Les Amants du Spoutnik de Murakami. Il faisait partie aussi de mon badge convivialité, c'était le dernier que je devais lire de ce badge et donc il m'a permis de valider le badge convivialité. J'en ai marre, j'ai l'impression de me répéter. Eh bien ça confirme que Murakami c'est toujours pas ma came. Mais vraiment pas. Il y a des réflexions beaucoup trop centrées autour de la sexualité, encore une fois. Bon après je n'ai lu que 2 livres de sa part, donc peut-être que le reste est tout à fait différent. Hein. Sa plume est vaguement poétique, mais en même temps elle a un côté, je me veux un peu génie, je fais des réflexions un peu philosophiques où je me sens un peu au-dessus. Enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois. J'ai beaucoup aimé certaines réflexions, certains questionnements, mais il y en a d'autres qui m'ont laissé de marbre. Et en fait, surtout, il y en a certains que je trouve tout à fait ok, et il y en a d'autres où ça me cringe un petit peu, voilà. À 76% du récit, on entre enfin dans l'action un peu plus vive, et ça prend un tournant métaphysique qui est, ma foi, plutôt intéressant. Et puis, pouf, ça y est, à la fin, il s'évanouit, ce tournant métaphysique. Enfin, il est toujours là, mais ça se termine assez mollement, sans réponse. Bon, après, c'est peut-être le côté métaphysique, mais bon, comme il était présent qu'à la toute fin, c'est dommage que ça s'évanouit aussi vite, qu'on n'ait pas plus de réponses, même si c'était le but recherché. Et il y a une part du récit à la fin où j'ai pas trop compris l'intérêt. Je m'en contrefichais un tout petit peu. La partie avec le fils de son amante, qui est son élève, enfin le fils, pas l'amante, voilà, qui vole dans un supermarché, bref. Une fin nébuleuse, ouverte, un récit globalement décevant et extrêmement dur à lire. Je n'avais pas envie d'y revenir à chaque fois que je le posais. Mais bon, au moins ça m'a permis de gagner un badge et je sais que je laisse Murakami à d'autres lecteurs. Et d'ailleurs, ce fut mon dernier badge du coup du challenge, parce que j'ai souvent talonné les autres compétitrices, mais voilà, c'est d'autres personnes qui ont remporté les 3 badges de fin de challenge. Donc bravo à elles, n'empêche, c'était un été extrêmement challengeant. Si on en voulait, il y avait de la compétition. C'est ainsi que je clôture un buffet à volonté très très chargé. J'aurais pu me faire en fait 3 buffets à volonté avec tout ce que contient mon grand buffet. Et pour ce qui est du spoil, du twist dont je vous avais parlé, j'avais entamé et presque terminé Clytemnestra, qui m'aurait permis de valider l'assiette. Une lecture inspirée de la mythologie grecque ou romaine, il me semble, voilà, que je ne m'attendais pas du tout à valider. Et en fait, je me suis lancée dans l'écoute de Clytemnestra et j'ai beaucoup aimé, mais il me restait encore 1 heure à la fin du challenge. Et malheureusement, je ne l'ai terminé que 2 jours plus tard, parce que j'avais pas eu l'occasion. C'est un peu bête, mais bon, je ne regrette rien, parce que de toute façon, ça ne m'aurait pas permis de valider plus de choses, plus de badges, etc. Et pareil, je laisse le bingo avec une case non validée.
quelle déception, puisque j'avais entamé l'espace d'1 an de Becky Chambers. Becky Chambers, j'avais beaucoup aimé dans les autres novellas que j'avais lues d'elle, sauf que là c'était pas une novella, c'était un récit très dense où on est projeté sans nous donner les codes d'un univers extrêmement riche, extrêmement futuriste, et la plume n'était pas aussi fluide que d'habitude. Donc j'ai eu du mal à le lire, je l'ai laissé traîner longtemps, j'avais pas envie d'y revenir, et malheureusement je l'ai validé 2 jours après, quasiment un truc comme ça. Donc voilà, peut-être qu'au final, même cette année est un petit peu moins folle que l'année dernière, je ne sais pas, mais en même temps, j'ai beaucoup apprécié quand même cet été. J'ai fait 11 destinations, je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé les chiffres de l'année dernière, je peux pas comparer. 11 actions et demie, parce que je ne sais pas si je compte le remplacement d'assiette, en soi c'est une action, le jeu vidéo, mais voilà, comme c'était pas une assiette, enfin voilà, c'est un remplacement, c'est un joker parmi les jokers. Et 24 lectures, mais malheureusement pas tout à fait 24 assiettes lecture, parce que en fait le Murakami il ne correspond à aucune assiette possible, même parmi les jokers, donc c'est vous dire. Et il y a 3 assiettes je crois que j'ai fait en double. Bref, j'espère que vous aurez apprécié votre été. Moi, je pense que ce fut le cas. Il est passé beaucoup trop vite. Mais en même temps, j'ai quand même fait beaucoup de choses, donc c'est plutôt chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, des lectures dont je vous ai parlé. Et si vous avez participé et que vous n'êtes pas sur le Discord et que vous ne nous avez pas déjà partagé votre avancée, n'hésitez pas à le faire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.